Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais en premier lieu remercier mes collègues Élise Ralser, Julie Dupont-Lassalle et François Hermé, les organisateurs de ce très intéressant colloque. Et je voudrais surtout souligner mon regret de ne pas être présent parmi vous aujourd'hui à La Réunion, un pays que je connais et que j'aime beaucoup. Les organisateurs de ce colloque m'ont demandé d'intervenir sur le thème Mayotte et son insertion dans les institutions françaises et européennes. Et ce, dans un colloque consacré au jeune statut juridique de Mayotte, enjeux pratiques et économiques. Et ce, dans la première partie consacrée à l'égalité juridique et en particulier l'égalité institutionnelle. Je souligne ceci parce qu'il est indispensable, je crois, de définir les termes de cette intervention. Sur Mayotte, 40 ans après le référendum sur l'indépendance des Comores, je ne peux rien vous dire que vous ne sachiez pas beaucoup mieux que moi. Je vous parlerai un tout petit peu d'un autre anniversaire, les 70 ans de la loi du 19 mars 1946 sur la départementalisation outre-mer, qui est une loi absolument déterminante pour notre sujet. Il m'a été demandé de parler de l'insertion dans les institutions françaises et européennes de Mayotte. Je crois qu'il s'agit essentiellement de vérifier ce qu'il en est de l'égalité institutionnelle après le changement de statut. Notez bien que je ne prononcerai pas, sauf maintenant, le terme que je trouve, comme beaucoup, horrible, de rupéisation. Non, c'est le changement de statut juridique dont il s'agit. Il m'a été demandé de parler de l'insertion de Mayotte dans les institutions juridiques, j'entends. Et pour ma part, je prendrai une définition large du terme institution. Pas seulement une définition organique, mais également normative, sans quoi il y aurait en réalité assez peu de choses à dire. Il s'agit donc de parler de l'insertion de Mayotte dans les institutions françaises et européennes. Par cela, j'entends me limiter à l'Union européenne, car il n'y a que de ce point de vue-là que le changement de statut a apporté quelque chose de nouveau. Mais dans la réalité, la dissociation entre droit français et droit européen n'est pas si simple qu'elle y paraît, pour la bonne raison que le droit français applicable à Mayotte est imprégné de droit européen, et ce depuis très longtemps. Le jeune statut juridique de Mayotte. Par cette formule, je pense que les organisateurs font allusion au fait que Mayotte est passé de la situation, terme plus neutre que celui de statut, de la situation donc de collectivité d'outre-mer, selon l'article 74 de la Constitution, de collectivité d'outre-mer, pays et territoires d'outre-mer. C'est un terme, une terminologie que mon collègue Jean-Yves Fabron et moi-même utilisons dans notre manuel de droit des collectivités d'outre-mer. Donc, passer de la situation de collectivité d'outre-mer PTOM à celle de département-région d'outre-mer, région ultrapériphérique. Si Jean-Yves Fabron et moi-même utilisons cette classification, c'est pour bien insister sur le fait que les deux statuts, celui interne et celui européen, sont indissociables dans l'analyse, même si le fait de changer de statut en droit interne n'implique pas, il faut le rappeler, automatiquement le changement de statut en droit européen. Je vais insister donc sur la situation présente, mais en essayant de vous permettre la comparaison avec la situation passée. Et évidemment, il ne s'agit pas, dans le temps qui m'est imparti, de faire un exposé général de toutes les problématiques, mais seulement d'insister sur quelques points forts. Je le ferai en consacrant d'abord quelques réflexions au passage de la situation de collectivité de l'article 74 à celle de département-région de l'article 73 de la Constitution. Après quoi, nous verrons ce qu'il en est du passage de la situation de PTEM
à celle de régions ultra-périphériques. Voyons donc en premier lieu ce qu'il y a à souligner en ce qui concerne le passage de la situation de collectivité de l'article 74, collectivité d'outre-mer, s'entend, à celle de département-région d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution. Je vous rappelle que c'est une distinction qui remonte en réalité à très longtemps, elle est même antérieure à la Constitution de 1946, mais qui, dans les termes actuels, est celle due à la révision constitutionnelle de 2003, qui a mis à jour la Constitution pour l'adapter à la situation présente, par opposition à l'ancienne situation qui distinguait les départements d'outre-mer des territoires d'outre-mer. Quel est le principe? Le principe théorique est très différent. Avec le passage à la situation de département d'outre-mer, de département-région, c'est le principe de la spécialité législative qui se substitue, qui est substitué au principe de l'identité législative. Je m'explique. Le principe de la spécialité législative était celui qui s'appliquait à l'époque coloniale, c'est-à-dire juridiquement parlant avant 1946, à l'ensemble des territoires et colonies de l'Empire français, avec naturellement des nuances, en particulier du point de vue institutionnel, en ce qui concerne les 4 vieilles colonies, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Le principe de la spécialité législative signifiait que le droit métropolitain ne s'appliquait pas outre-mer, sauf indication expresse du législateur. Et comme je pense beaucoup le savent dans la salle, en réalité, cela fondait une grande différence entre les 4 vieilles, où le législateur, très souvent, et notamment en termes institutionnels, avait étendu l'application du droit métropolitain, et les autres colonies où régnait un droit particulier. Aujourd'hui encore, le principe de spécialité législative est celui qui domine la situation juridique des collectivités de l'article 74 et de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que le droit commun ne s'applique pas dans ces collectivités en Nouvelle-Calédonie, sauf indication expresse du législateur et dans les limites permises par la Constitution, sous le contrôle, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. Cette situation, maintenue donc par les différentes révisions, s'oppose à la situation nouvelle, je parle bien du principe, de l'identité législative. Notons qu'avant la révision de 2003, il était coutumier dans la doctrine et un peu dans la législation de parler de principe d'assimilation. Et ceci remontait à la réforme de 1946, quand justement, à la demande des élus de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, un peu de la Guyane, à la demande de ces élus, a été adoptée la loi de départementalisation avec l'objectif d'étendre justement le droit commun, non seulement en matière institutionnelle, mais également et surtout en matière économique et sociale, aux départements d'outre-mer. Le principe de l'identité législative, c'est le principe inverse à celui de la spécialité législative, c'est-à-dire que le droit métropolitain s'applique outre-mer, sauf indication expresse contraire du législateur. Et ceci, le cas échéant, encore une fois, dans les limites posées par la Constitution et sous le contrôle du Conseil constitutionnel, comme d'ailleurs du Conseil d'État. Donc du point de vue des principes, la situation est très différente. Qu'en est-il de la réalité? Je pense que vous le savez beaucoup mieux que moi, mais la réalité normative n'a pas changé énormément pour Mayotte, étant donné que le législateur n'a pas attendu
le changement de statut pour appliquer assez systématiquement la volonté d'étendre à Mayotte les lois métropolitaines ou les lois de droit commun. Vous choisirez le terme qui vous plaît plus. En ce qui concerne la réalité institutionnelle au sens organique, il faut bien prendre en compte que, à partir de la révision de 2003, la Constitution a consacré une diversité qui s'était déjà manifestée antérieurement. Et il y avait d'un côté une assez grande uniformité en ce qui concernait les départements d'outre-mer, devenus ensuite départements-régions, et une grande uniformité sur le papier, mais en réalité une grande différenciation dans la réalité entre les territoires d'outre-mer. Après la révision de 2003, des deux côtés, il y a une grande diversité au point de vue institutionnel. Il y a des régions, départements comme la Martinique qui ont une assemblée unique, d'autres comme la Réunion qui au contraire ont voulu maintenir la dualité des assemblées. Et Mayotte, de ce point de vue-là, a toujours eu une situation relativement particulière qui pouvait être comparée jusqu'à un certain point soit à celle justement d'un département d'outre-mer, soit à celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, sur la réalité, je crois que ce qui est intéressant, mais c'est ce que vous verrez dans la suite de ce colloque, c'est le droit adopté par le législateur, c'est les dispositions spécifiques à Mayotte, c'est la jurisprudence relative à Mayotte. Quant à l'insertion de Mayotte dans les institutions de la République, je ne crois pas qu'il y ait un changement fondamental dans la réalité, même si le changement reste, encore une fois, fondamental dans les principes institutionnels. Voyons maintenant, et c'est un thème qui m'est beaucoup plus familier, ce qu'il en est du passage de la situation de pays et territoires d'outre-mer, de PTOM, selon le sigle d'habitude utilisé, à celle de régions ultrapériphériques, de RUP. Je me refuse à dire RUP pour la même raison euphonique que l'absence d'attachement à la rupéisation. Rappelons d'abord les définitions. Les régions ultrapériphériques sont définies dans les traités relatifs aux communautés et maintenant à l'Union européenne. Depuis le traité d'Amsterdam, c'était l'article 299 du traité instituant la communauté européenne qui les définissait. C'est à présent l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La définition n'a guère changé, j'y reviendrai dans un moment. Ces régions ultrapériphériques, quelles sont-elles? Elles étaient, avant même la définition des RUP, elles étaient les anciens départements d'outre-mer français, l'Algérie jusqu'à 1962, mais laissons cela de côté, c'est vraiment très ancien. Et depuis l'accession de l'Espagne et du Portugal aux communautés et à l'Union, à partir du 1er janvier 1986, autre anniversaire, les Canaries pour l'Espagne, les Açores et Madère pour le Portugal. Donc, un nombre limité de territoires avec des statuts relativement différents si on les considère de près, mais une certaine unité du point de vue du droit communautaire. Les pays et territoires d'outre-mer sont une catégorie beaucoup plus vaste en nombre de territoires, beaucoup plus réduite si l'on prend leur population générale, leur superficie, leur importance économique. Du point de vue de la superficie, de l'importance économique et de la population, si l'on met à part justement la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et le Groenland,
On a surtout affaire à de petits territoires qui sont d'ailleurs tout à fait comparables à Mayotte, à part évidemment leur situation géographique. Pour les pays et territoires d'outre-mer, il y en a le Groenland qui dépend du Danemark, il y en a qui dépendent des Pays-Bas et qui ont connu une évolution assez importante, et il y en a qui dépendent de la France, on l'a mentionné, et il y en a, pour le moment, qui dépendent du Royaume-Uni. Ce qu'il en sera de ces territoires relativement peu nombreux, il faut bien le dire, avec une population assez réduite, il faut également le souligner, ce qu'il en sera après l'engagement de la procédure dite de Brexit par le Royaume-Uni, personne ne le sait. Je suppose qu'à part le fonctionnaire ou la fonctionnaire qui s'en occupe au Foreign Office britannique, personne n'y a encore pensé. Une prémisse est nécessaire avant d'insister sur ce que peut signifier pour Mayotte le passage de PTOM à RUP. C'est une indication sur l'article 355, paragraphe 6 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est cet article qui a permis le passage sans grande discussion, sans longue discussion, du statut de pays et territoire d'outre-mer de Mayotte à celui de région ultrapériphérique. Il faut en effet rappeler le précédent du Groenland. Lorsque le Danemark est entré dans l'Union, c'est-à-dire à l'époque la communauté, au 1er janvier 1973, le Groenland n'avait pas de statut particulier. Il faisait partie intégrante du royaume du Danemark. Après quoi, il a obtenu, à la fin des années 70, un statut d'autonomie, et les institutions du Groenland ont induit un référendum pour poser la question du maintien ou non du Groenland dans le marché commun. Je dis bien dans le marché commun, pas tant que dans la communauté. Suite à un référendum souhaitant la sortie du marché commun, pour une série de raisons, notamment pour garantir une plus grande autonomie en matière de pêche du Groenland, il a fallu plus de 2 ans de négociations entre, à l'époque, 9 États membres, pour arriver à la définition d'un statut relativement simple. C'est un précédent qui en dit long sur ce à quoi on peut s'attendre lorsque le Royaume-Uni aura notifié sa demande sa décision de sortir de l'Union européenne. Ayant à l'esprit ce précédent du Groenland, 2 États membres ont saisi l'occasion de la Convention européenne de 2003-2004 pour demander un amendement au traité afin d'y insérer une procédure plus légère. La France, on le sait, surtout, avant tout pour Mayotte, dans la prévision d'un changement de statut pour Mayotte, mais également les Pays-Bas, et ça vaut la peine de le souligner. À l'époque, c'était 2 hommes politiques connus, des spécialistes de droit de l'Union européenne, messieurs Eman et Selinger, qui ont été à l'origine d'un arrêt très connu sur la citoyenneté de l'Union. Ce sont, à leur demande, ces hommes politiques d'Aruba, une des îles des Antilles néerlandaises, souhaitaient la possibilité de devenir, pour leur pays, de devenir une région ultrapériphérique. Je vous indique de manière anecdotique que j'ai eu l'occasion de discuter avec eux il y a quelques années, et ils m'expliquaient alors que la raison principale pour laquelle ils souhaitaient ce changement de statut pour leur île, c'était parce qu'ils pensaient que l'insertion dans les règles du droit de l'Union européenne serait une garantie majeure contre la corruption dans leur île. Cette demande des Pays-Bas et de la France a tout de suite suscité des craintes très fortes des Canaries, des Açores, de Madère, mais aussi de la Réunion. Très évidemment, à la Réunion, on craignait que cela ne permette de faire sortir contre son gré la Réunion du statut de région ultrapériphérique. Ce n'était pas l'objet de la demande. La rédaction de l'article 355 du traité le montre bien. Je n'insisterai pas sur le paragraphe 6. C'est une procédure simple, à la demande de l'État membre concerné, en l'occurrence ça a été la France.
le Conseil européen, pardon, le Conseil de l'Union décide à l'unanimité un changement de statut. La procédure ne dit pas plus. Cette procédure a été mise en œuvre pour Saint-Barthélemy, qui est passé du statut de RUP à celui de pays et territoires d'outre-mer par une décision du Conseil du 29 octobre 2010. Et ensuite, vous le savez, Mayotte, par une décision du Conseil du 11 juillet 2012, est passé du statut de pays et territoires d'outre-mer à celui de région ultra-périphérique. Cette décision entraîne automatiquement une modification de l'annexe 2 des traités qui a la même valeur des traités que les traités, et ceci est très important, même si nous n'avons pas le temps d'insister sur les raisons du point de vue du droit communautaire. Quelle est la conséquence maintenant de ce changement? Eh bien, il s'agit de l'application de plein droit de l'acquis communautaire. Qu'est-ce que l'acquis communautaire? C'est l'ensemble des règles de droit dérivé, c'est-à-dire des règlements, directives, décisions adoptés depuis l'origine et qui sont encore en vigueur, mais aussi toute la jurisprudence relative à ce droit dérivé et relative aux traités, ainsi que, ce qui est très important maintenant, également à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc l'ensemble du droit communautaire, aujourd'hui on dit du droit de l'Union, est applicable à Mayotte. Je vais tout de suite préciser une petite exception, petite, pas tant que ça. Et ceci sous réserve de possibilités de dérogation. Le premier élément de l'application de plein droit de l'acquis communautaire, c'est l'insertion de Mayotte dans le marché intérieur qui se substitue au régime de l'association. Et ceci a toute une série de conséquences qui seront discutées, à ce qu'il me semble, dans votre colloque par un excellent expert, M. Rakoton-Dondrazo, qui est l'auteur d'une thèse excellente qui a été d'ailleurs publiée sur Mayotte avant et après la départementalisation, rupéisation. Il faut bien utiliser ce terme de temps en temps. Donc insertion dans le marché intérieur avec des possibilités de dérogation, mais il faut le souligner, pas d'intégration complète de Mayotte dans ce qu'il est convenu d'appeler l'espace de sécurité, liberté et justice, parce que, comme vous le savez certainement, Mayotte, comme l'ensemble de l'outre-mer français, n'appartient pas à l'espace Schengen, et donc les contrôles aux frontières entre Mayotte et le reste de l'Union sont tout à fait justifiés, permis par le droit de l'Union, et ceci fait que l'ensemble du droit relatif à l'immigration connaît des adaptations très particulières en ce qui concerne Mayotte. Et puis, ce qui est très important, je crois, et l'une des raisons pour lesquelles Mayotte souhaitait le passage au statut, à la situation de RUP, c'est l'accès de plein droit à l'ensemble des fonds européens, fonds structurels, mais aussi tous les fonds qui peuvent être utilisés, par exemple, pour la recherche, innovation. Est-ce que ça change beaucoup dans la pratique? Ça reste à démontrer. L'important, c'est l'accès de plein droit, c'est-à-dire que Mayotte sera traité exactement comme n'importe quel autre département français en ce qui concerne l'ensemble de ces fonds. Il y a toutefois des possibilités de dérogation, pas spécifiquement pour Mayotte, mais pour l'ensemble des RUP. Ces possibilités de dérogation sont prévues par l'article 349 du TFUE, qui a succédé à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. Article qui a lui-même succédé à un autre article à l'époque, prévoyant des possibilités de dérogation particulières pour l'Algérie et les départements d'outre-mer. Ce n'est pas le lieu de rentrer plus en détail sur ces possibilités de dérogation. Le texte est assez complexe, à première vue, assez simple en réalité. Il y a d'une part une description des raisons pour lesquelles il peut y avoir des dérogations, et ce sont des raisons d'ordre structurel, dues à l'éloignement, l'insularité, etc., et une procédure particulière, c'est-à-dire que
c'est le Conseil, sur proposition du Parlement, qui décide, et non pas l'application de la procédure législative ordinaire dans laquelle il y a pouvoir équivalent du Conseil et du Parlement. Et ceci a une importance très forte qui a conduit à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 décembre 2015, Parlement et Commission contre Conseil, dans les affaires jointes C-132-14 à C-136-14. Là aussi, ce n'est pas le lieu ni le moment de rentrer dans tous les détails. C'est un arrêt extrêmement important, d'une part pour justement le droit applicable aux régions ultrapériphériques, parce que la Cour a clarifié un point absolument essentiel, c'est-à-dire que toutes les dérogations au droit écrit, c'est-à-dire aux directives, règlements et décisions de l'Union comme au traité, toutes les dérogations justifiées par les indications de l'article 349 doivent passer par cette procédure spécifique qui met en quelque sorte hors jeu le Parlement. C'est un avantage et un inconvénient pour les RUP. L'avantage surtout, c'est qu'il est toujours possible qu'au Parlement, l'on connaisse mal les situations spécifiques et que des majorités de hasard conduisent à modifier et à mal modifier une proposition qui aurait été bien élaborée. C'est donc, a priori, surtout un avantage. C'est quand même un inconvénient, c'est que malheureusement, on peut souligner le fait qu'en ce qui concerne ces dérogations, ce n'est pas la procédure la plus démocratique qui est utilisée, puisque le Parlement lui-même n'est pas impliqué. Cet arrêt est également extrêmement important pour Mayotte, parce que justement, il a été prononcé par la Cour, saisi par la Commission et le Parlement, sur des textes de droit dérivés adoptés par le Conseil, dont le Conseil avait modifié la base juridique parce que la Commission aurait préféré justement une procédure ordinaire. Quel était le point? Le point est qu'il s'agissait simplement de textes de transition permettant le passage juridique de Mayotte de sa situation antérieure de PTOM à sa situation actuelle de RUP. Et l'arrêt a été très important parce que la Cour a justifié pleinement l'utilisation de cette procédure, a donc maintenu les textes, et que cela permettra la plus grande flexibilité pour tenir compte du temps dans l'adaptation de Mayotte aux règles du droit intérieur de l'Union, en particulier aux règles du marché intérieur. Je n'en dirai pas plus. En conclusion, on peut parler de l'importance pratique de la problématique, et vous en parlerez dans toute la suite du colloque. Mais je ne peux pas m'empêcher de souligner que Mayotte peut être fière, si je peux dire, d'avoir également contribué, grâce à cet arrêt du 15 décembre 2015, à une avancée importante dans la jurisprudence de la Cour, non seulement en ce qui concerne la particularité de la situation des RUP, mais également d'une manière générale en ce qui concerne la problématique des bases juridiques du droit de l'Union, qui sont une des problématiques fondamentales, non seulement au point de vue juridique, mais au point de vue politique. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un excellent colloque.